déjà pour pouvoir un peu contextualiser notre travail, nous, on est donc ITER, une coopérative de conseil en mobilité. Ça fait plus de 40 ans qu'on travaille sur les sujets de mobilité avec plusieurs domaines qui sont travaillés, avec aussi bien sur la planification, la question des transports collectifs, le partage de la voirie et des espaces publics, ainsi que la mise en œuvre des projets de mobilité des transports, notamment en lien avec les entreprises. Donc, moi qui vais vous faire la présentation aujourd'hui, je suis chargé de mission à ITER depuis quelques années et je suis associé de la coopérative depuis 2021. Donc, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la revitalisation, l'organisation de la mobilité pour la revitalisation des centres-villes, des petites villes de moins de 20 000 habitants, on a déjà un premier élément qui est assez important, c'est pourquoi parler de revitalisation pour ces petites villes. Aujourd'hui, depuis quand même un certain nombre d'années, on s'est aperçu que ces petites villes subissaient l'effet d'une certaine métropolisation du territoire avec quelque part des dichotomies qui pouvaient exister entre les grandes métropoles et ces petits centres urbains. Néanmoins, ces petits centres urbains, qui sont quand même assez importants sur l'organisation territoriale de la vie de nombreux individus, on compte à peu près 25% de la population française qui est localisée dans ces petits centres. On s'aperçoit qu'elles ont un besoin notamment d'ingénierie pour pouvoir essayer de construire leur projet de territoire et essayer de retrouver la place, notamment dans l'organisation territoriale qu'elles devraient avoir. Donc, pour nous, l'objectif de la visio de cette webconférence, c'est vraiment d'essayer de présenter pour la mobilité le travail qui peut être mis en œuvre au travers de dispositifs qui ont pu exister et de venir un peu essayer de questionner les méthodologies de mise en place du travail de la mobilité avec quelques présentations d'axes de travail que nous, on a pu réaliser. Donc déjà, le premier élément, c'est que cette revitalisation, ces axes de travail ont été portés depuis les pouvoirs publics depuis 2017 avec deux dispositifs assez principaux, mais bien entendu, il y a eu d'autres éléments qui existaient auparavant. Il y a notamment un des programmes qui a été mis en place donc en 2017, c'est le programme Action Cœur de Ville, avec 234 communes qui ont été bénéficiaires sur 222 territoires. Ce programme, il a permis, on va dire, de développer un certain nombre de projets assez intéressants, dont des projets qui sont liés à la mobilité, mais il a surtout permis à ces communes de se doter d'un projet de territoire ou au moins d'affirmer leur projet de territoire. On s'aperçoit qu'au final, c'est quasiment 6 milliards d'euros qui ont été investis donc, sur ce dispositif d'Action Cœur de Ville depuis 2017 et ça a permis la concrétisation d'environ 7 000 actions territoriales. L'autre programme qui est assez intéressant à noter, c'est celui des petites villes de demain qui, lui, permet plutôt une amélioration du cadre de vie et qui porte également la mise en œuvre de plusieurs actions et qui s'inscrit un peu dans une complémentarité avec le programme Action Cœur de Ville. Le programme Action Cœur de Ville, aujourd'hui, il arrive un peu à son bout, mais l'État, en février 2023, donc très récemment, a annoncé le programme Action Cœur de Ville numéro 2 avec un objectif de compléter, on va dire, le projet de territoire de certaines collectivités en y ajoutant également le traitement des entrées de cœur de ville qui est également un aspect assez important. Néanmoins, ces dispositifs-là, comme j'ai pu le dire en introduction, ils s'intègrent à des projets, des éléments, des travaux qui sont déjà en cours sur ces communes et ils viennent simplement apporter une aide supplémentaire aux collectivités pour pouvoir arriver à construire leur projet de territoire. Au niveau du projet de territoire, c'est important de définir qu'est-ce qu'un projet de territoire. Donc, ça reste un élément qui est fondamental dans l'organisation, pas seulement de la mobilité, mais également des autres thématiques. Et c'est un document qui va permettre de fixer une feuille de route sur un temps long pour organiser simplement le fonctionnement d'une commune.
Au final, ces projets, ils suivent des grands principes, des grands objectifs qui sont fixés au travers des dispositifs que j'ai présentés précédemment, mais également des grandes tendances en termes d'aménagement du territoire, qui sont bien entendu liées sur la transition énergétique, la transition écologique, repenser la densité urbaine et forcément les formes de mobilité qui y sont associées, essayer de jouer sur les forces de chacun des territoires en travaillant sur son attractivité, en valorisant les atouts et les innovations, et essayer d'arriver à ce que ces centres retrouvent leur place de centre, justement, et de travailler les liens entre les différents flux qu'il peut y avoir entre la périphérie et les grandes agglomérations qui sont situées à proximité. Si on s'intéresse un peu plus en détail au niveau de la mobilité qui nous intéresse aujourd'hui et le projet de territoire et la manière dont on va pouvoir l'influer via la connaissance qu'on va y apporter et l'expertise en termes de bureaux d'études liés à la mobilité. Donc, pour nous, l'objectif, il se base sur une étude assez précise, donc des grands enjeux qui sont liés à la mobilité, avec un objectif assez évident pour ces centres urbains, qui est d'organiser les déplacements du quotidien, qu'ils soient internes ou externes au centre-ville. On sait que sur ce fonctionnement, sur leur fonctionnement, pardon, on a beaucoup de flux qui viennent, elles sont vraiment attractives pour la périphérie, on a beaucoup de flux qui viennent en centre-ville et donc la gestion de ces flux-là est primordiale dans les grands objectifs que doit arriver à retranscrire ce projet de territoire. L'autre élément qui est en lien direct avec les thématiques environnementales sont de développer le report modal et de proposer des solutions alternatives à la voiture. Ces petites villes de moins de 20 000 habitants, elles ont tout à fait leur place et le potentiel pour accueillir des solutions alternatives, que ce soit par le vélo, que ce soit par les transports en commun ou à une échelle un peu plus réduite et un peu plus centrée autour du cœur de ville, celui de la marche à pied. L'autre élément qui est assez important et qu'on retrouve très fortement à chaque fois qu'on travaille sur ce genre de ville, c'est la question des espaces publics, la question de la place de la voiture qui est extrêmement présente et qu'on peut retrouver notamment au travers de grands parkings, de grands fonctionnements qui datent maintenant de quelques années. Donc, pour essayer de tendre vers ces grands objectifs et ces grands enjeux de la mobilité, il y a tout un processus qui est nécessaire et qui va se tourner vers la construction d'une méthodologie qui va nous permettre de rentrer un peu plus dans le détail sur la manière de traiter et d'espérer pouvoir améliorer la mobilité sur ces centres-villes. L'élément, le processus se construit un peu d'une manière assez classique. On l'a retrouvé notamment dans les actions cœur de ville, dont les objectifs étaient vraiment de construire une première phase avec un diagnostic complet. Ce diagnostic-là, il était assez fondamental puisqu'il pouvait intégrer également des éléments quantitatifs via des comptages pour comprendre les différentes mobilités, ainsi qu'un élément qui a été très, très fondamental sur la construction de ces études, une phase de concertation importante pour comprendre, analyser les usages actuels et les besoins des habitants. Aujourd'hui, quand on arrive sur un territoire, notamment d'une petite ville, ce sont les habitants qui possèdent les clés de compréhension de son fonctionnement, puisque ce sont eux qui le vivent. Et en venant d'un point de vue extérieur, on amène une expertise, on amène une ingénierie, mais dans tous les cas, l'espace vécu reste le plus important à analyser et à comprendre. Une fois qu'on a réalisé ce diagnostic, qui reste une phase relativement classique, bien entendu, dans des études de programmation et d'organisation de la mobilité, la deuxième phase, celle de la stratégie, représente vraiment la création du projet de territoire et représente le cœur, en fait, de l'organisation de la mobilité. Cette phase de stratégie, elle doit se faire notamment en lien avec le caractère spécifique des petites villes, en lien avec la population, en lien avec les élus, pour arriver à retranscrire leur ambition et surtout correspondre à la réalité du territoire. Donc pour ça, on retrouve forcément beaucoup d'ateliers de travail où on arrive à la définition d'enjeux qui vont commencer
à dessiner un plan d'action qui pourra être décliné par la suite de manière un peu plus opérationnelle avec la définition d'axes de travail pour pouvoir organiser, pour pouvoir tendre vers la revitalisation des centres-villes. Néanmoins, cette phase-là, elle doit vraiment se faire sur un temps relativement long où la collectivité aura le temps de se saisir de la totalité des enjeux que nous, on va pouvoir proposer. La troisième étape, logiquement, que j'ai laissé entrevoir en présentant la stratégie, c'est celle de l'action, celle des actions qu'on va pouvoir préconiser. Et pour la mobilité, et toujours dans le cadre plutôt des petites villes, on va retrouver deux grandes familles de travail qui vont être des préconisations, des actions directement liées à l'amélioration du cadre ville interne des centres-villes, et une deuxième action qui est celle de l'organisation des nombreux flux qui vont pouvoir venir se connecter au centre-ville et essayer voilà, d'arriver à ce que les deux puissent communiquer. C'est là-dessus où, au final, on va essayer d'observer d'un point de vue interne et d'un point de vue externe les éléments, mais on retrouve quand même des logiques qui sont transversales, complémentaires, et des axes de travail qui le sont également. Sur ces deux axes de travail, et donc qui vont nous permettre ensuite de vous présenter quelques exemples et quelques finalités d'action qui ont pu être mises en place par les collectivités, si on prend le premier élément de l'amélioration du cadre de vie, on se retrouve avec un besoin qui est assez présent aujourd'hui d'apaisement du cœur de ville. Ces petites villes de moins de 20 000 habitants sont souvent en fait héritières d'un système circulatoire qui peut être dépassé, d'éléments où on a une maîtrise des vitesses qui n'est absolument présent et parfois un manque d'aménagement pour arriver à contraindre ou à organiser les différents flux en présence. Donc, il y a un premier travail qui est vraiment sur l'amélioration, la remise en question de systèmes qui existent depuis plusieurs années. L'autre élément qui fait écho également aux espaces publics, c'est la politique de stationnement en vigueur pour pouvoir essayer d'influer sur la présence de la voiture. Aujourd'hui, on a un certain nombre de petites villes qui n'ont pas en fait de politique de stationnement qui est liée à la voiture. Et on retrouve quand même des usages qui sont assez pernicieux sur le fonctionnement. On va avoir un certain nombre de voitures qui ne bougent absolument pas. On va avoir également de grands parkings que l'on va pouvoir potentiellement re-questionner. Enfin, il y a un élément qui est assez important, c'est malgré le fait qu'on veuille modifier, revoir, apaiser, essayer de développer un cadre de vie, il faut quand même laisser la place à l'attractivité pour ces petites villes. Et donc, on a un besoin de contraindre la voiture, développer des autres modes de déplacement, c'est certain, mais il est indispensable de pouvoir prendre en compte les fonctions de ces cœurs de ville et éviter de tout casser quelque part en essayant d'améliorer très fortement le fonctionnement du centre-ville. La deuxième partie, donc, on est plutôt sur un travail qui est extrêmement important, qui quitte un peu le périmètre unique du cœur de ville et on se retrouve à devoir travailler sur les échanges avec l'extérieur. Comme j'ai pu le dire en introduction, les échanges avec l'extérieur et la centralité que constituent souvent ces petites villes est primordiale dans leur fonctionnement. On a un certain nombre de flux, qu'ils soient en échange ou en transit, puisque ces petites villes peuvent faire également l'objet d'importants flux qui ne font que passer à l'intérieur, un besoin de hiérarchisation et de travailler sur les logiques d'itinéraire. La clé ici, c'est d'essayer de pouvoir hiérarchiser, de pouvoir essayer de sélectionner un réseau qui pourra être utilisé par ces flux routiers et de développer également des réseaux complémentaires avec la création ou l'affirmation d'un réseau structurant pour les déplacements alternatifs à la voiture. Aujourd'hui, les déplacements alternatifs à la voiture, et notamment pour les petites villes, on va essayer de constituer des réseaux qui sont liés au développement du vélo, bien entendu, mais le rôle des transports en commun n'est pas exclu. L'autre élément qui se retrouve sur les logiques d'itinéraire, c'est la gestion des flux carbonés, notamment des flux routiers, à leur arrivée en centre-ville.
comment, par une politique de stationnement, comment, par une politique également de signalisation, on évite certaines boucles routières superflues et on essaye de garder un centre-ville préservé et facilement lisible pour les différents automobilistes. Donc, avant de pouvoir vous présenter un peu différents axes de travail et de rentrer un peu plus dans le détail, il y a un élément qui est assez important et qui fait écho donc, aux différentes phases de concertation dans la revitalisation des centres-villes qu'on a pu observer, c'est l'évolution des attentes de la population au sujet de la mobilité. Depuis un certain nombre d'années, on a quand même aperçu, à chaque fois qu'on allait en réunion, qu'on faisait des réunions de concertation, que la population s'est clairement saisie des enjeux environnementaux et on arrive désormais à avoir une co-construction relativement vertueuse sur la réduction de la place de la voiture et le développement d'autres modes de déplacement. Il y a plusieurs sujets phares qui reviennent, qui sont tournés sur le partage de l'espace public, sa sécurité également, qui est très important, et l'apaisement en fait des conditions de vie pour pouvoir essayer de développer des espaces qui soient plus qualitatifs. On a néanmoins toujours, malgré le fait que je viens de dire qu'il y a une évolution, bien entendu, des mœurs, une volonté de conserver de la place de la voiture en ville, mais avec des concessions sur les usages, avec notamment la possibilité de laisser la voiture un peu plus à l'extérieur ou d'avoir des contraintes sur son stationnement à proximité si on est habitant d'un centre-ville d'une petite ville. Également, l'autre élément qui est assez phare et qu'on voit apparaître et que je vais pouvoir vous présenter juste après, on voit une volonté véritable de vouloir développer des itinéraires alternatifs à la voiture, des itinéraires vélo, quitte à modifier les sens de circulation existants. Tout ça dans un but, en fait, d'avoir eux aussi également un réseau structurant qui leur permette peut-être d'utiliser moins la voiture et de se tourner vers le vélo. Donc, toutes ces préoccupations, et notamment la place de la voiture, la place reine de la voiture qu'on pouvait observer il y a quelques années, aujourd'hui, il est en retrait, que ce soit pour la population ou que ce soit nous, bien entendu, dans nos politiques de mise en œuvre. Ici, par exemple, on a l'exemple d'une concertation et d'un travail qu'on est en train de mener sur la commune d'Argelès-Gazost, qui on a été en réunion et il y avait un habitant qui est arrivé avec un plan tout à fait viable, même s'il y a quelques éléments à retravailler, pour pouvoir développer des itinéraires cyclables avec une révision des sens de circulation. On avait également des coupes de principe d'aménagement. On avait en fait une acculturation d'un certain nombre d'habitants sur ces sujets-là, qui en fait démontraient une connaissance et une prise en compte beaucoup plus importante des préoccupations aujourd'hui sur l'organisation de la mobilité. Donc, maintenant que j'ai un peu plus recontextualisé, qu'on a vu la population, je vous propose de vous présenter quelques axes de travail qu'on a pu mener sur l'organisation de la mobilité et la manière dont on a pu et dont il est possible, par des axes de travail, d'influer sur l'organisation de la mobilité pour la revitalisation des centres-villes. Un des premiers éléments, et pour revenir un peu sur donc la vision un peu interne du territoire, c'est donc l'apaisement de ce cœur de ville. Généralement, un des leviers qui peut être mobilisé, c'est donc la révision du système circulatoire. Comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, on est souvent sur des organisations qui sont héritées d'un fonctionnement un peu passé et on va être obligé de proposer des modifications, souvent dans un but de simplement de regagner de l'emprise, puisque sur ces cœurs de ville, on est souvent sur des espaces très contraints, pour pouvoir simplement développer des autres modes de déplacement ou simplement parfois permettre une mise en accessibilité de trottoirs, de continuité piétonne. L'autre élément qui est assez intéressant, c'est d'essayer d'utiliser une révision des sens de circulation pour éviter des boucles routières inutiles, pour essayer de contraindre, on va dire, l'automobiliste à devoir soit rester à l'extérieur ou soit devoir rester sur ces espaces.
L'autre élément, c'est la maîtrise des vitesses, bien entendu, avec les nouvelles typologies des vitesses qui peuvent être mises en place, le changement de sens de priorité, mais également des aménagements qui peuvent être très structurants pour les cœurs de ville, ou simplement de petits aménagements ponctuels qui peuvent déjà avoir un effet extrêmement bénéfique sur le cadre de vie, sur on va dire, le partage de l'espace public entre tous les modes de déplacement sur des espaces très contraints. L'autre élément est toujours sur la commune d'Argelès-Gazost que je vous présente ici. On est aussi en capacité, sur ces petites villes, d'identifier des zones qui peuvent faire l'objet d'une évolution selon la période à laquelle on est. Là, par exemple, ils ont un cadre, ils sont dans une situation où on a un flux extrêmement important de touristes durant la période estivale, avec la possibilité, avec la nécessité de devoir accueillir de nombreux touristes, souvent en voiture, puisqu'on est assez éloigné des réseaux de transport en commun, et donc, quelque part, une nécessité d'éviter que tout le monde se retrouve un peu dans la totalité du cœur de ville. Avec la constitution de certains espaces, on peut arriver à essayer de définir des endroits, des routes qu'on va pouvoir fermer sur une période donnée et de se dire que sur cette période-là, on a donc un espace qui est totalement apaisé. Donc, pour les petites villes, ces espaces modulables sont très importants, sont extrêmement très demandés et permettent de répondre à des enjeux, pas forcément toute l'année où les flux sont relativement faibles, mais plutôt de répondre à un moment précis de l'année. L'autre élément que j'ai déjà laissé entrevoir durant la présentation des différents axes de travail, c'est bien entendu la politique de stationnement qui est un véritable levier sur la présence de la voiture. Donc là, j'ai un peu pris les devants sur l'intervention de Guillaume Baldi qui va arriver juste après, mais on a pu travailler avec eux sur une identification, un travail fin d'analyse sur le fonctionnement des différents parkings de la commune de Figeac, où on a défini des zones sur lesquelles on voulait plus ou moins voir des véhicules et surtout, on voulait les voir plus ou moins longtemps. Ici, l'objectif, c'est de se dire que le cœur de ville, le centre, vraiment l'écran, est accessible toujours à la voiture en proposant un certain nombre de places de stationnement, mais le temps de stationnement est relativement réduit. Tout ça dans un objectif en fait de favoriser une rotation des véhicules et éviter d'avoir un nombre de véhicules qui restent stationnés trop longtemps et qui occupent en fait une place du cœur de ville de manière quasiment privative, même si le mot est un peu fort. Ici, le cas particulier, c'est qu'on a donc constitué une première zone où on cherche une forte rotation et une deuxième zone où là, on va autoriser des stationnements un peu plus longtemps et c'est là aussi également où on va retrouver des parkings un peu plus grands pour pouvoir accueillir ces flux à moyenne durée. L'autre élément, c'est qu'on laisse tout de même gratuit un certain nombre de poches de stationnement là où en fait les flux pendulaires, les flux à la journée ou même des flux des voitures qui peuvent stationner peut-être un peu plus longtemps peuvent être stationnés. C'est là où on va retrouver notamment de très grandes poches de stationnement et la nécessité, bien entendu, et on le verra par la suite, de pouvoir les indiquer directement aux automobilistes et éviter que l'automobiliste se retrouve dans la zone rouge alors qu'il veut rester une grande partie de la journée. Un élément qui est important et qui est en lien direct donc, avec la revitalisation des centres-villes, c'est de pouvoir gérer, via le stationnement, quand même une offre pour les résidents, si ces derniers ne possèdent pas de parking, bien entendu, et c'est souvent le cas dans des centres-villes historiques de cette taille-là, avec le développement de plusieurs dispositifs et notamment la possibilité de mettre en place un macaron résident où la personne pourra stationner sur les places payantes. Mais l'avantage, c'est qu'on aura pu donner un seul macaron à un seul foyer. Donc, on évite déjà, on va dire, l'occupation de places par plusieurs véhicules d'un même foyer.
Si maintenant on regarde un peu plus en détail la gestion des échanges entre le centre-ville et l'extérieur, le travail, comme je l'avais présenté tout à l'heure, sur la nouvelle hiérarchisation d'une voirie et sur les logiques d'itinéraire est également très important pour le cœur de ville. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de se dire à quel endroit on souhaite voir les voitures et à quel endroit on souhaite quelque part ne pas les voir et surtout essayer de contraindre les itinéraires dans ce sens-là. Si on prend l'exemple qui est présenté devant vous, c'est l'exemple de la commune de Mazères, qui est située en Ariège, et dont l'objectif était de retravailler un peu sur ces logiques d'itinéraire. Dans les faits, et actuellement, on a les voies qui sont en orange et qui sont présentes vraiment sur la Bastide, qui sont aujourd'hui les voies principales, les voies indiquées. Donc, en fait, les automobilistes se rencontrent à un point unique situé au centre même de la Bastide. Pour nous, cette situation est assez complexe, puisqu'en fait, on retrouve la totalité des flux directement au centre de la Bastide, et il est nécessaire d'essayer d'envisager une nouvelle organisation et d'essayer d'orienter les automobilistes à la prendre. Pour ça, il y a plusieurs éléments à travailler. Donc déjà, la question des typologies de vitesse et la question de la typologie d'apaisement qu'on souhaite y mettre. Ici, par exemple, on développe une zone 30 assez clairement identifiée autour de la Bastide et on essaye d'apaiser les autres voies structurantes à partir de l'entrée de la commune. L'autre élément qui peut être mis en œuvre, c'est aussi le développement d'aménagements qui sont généralement coûteux, mais qui permettent d'organiser ces entrées de ville et de forcer, mais entre guillemets forcer, les automobilistes à prendre le chemin qu'on souhaite qu'ils prennent. Au-delà de ça, il y a un élément qui est important et qui vient compléter en fait les dispositifs qu'on peut mettre en place, c'est la signalétique et l'orientation des automobilistes pour éviter de les retrouver là où on ne souhaite pas les voir quelque part. La signalétique, ça reste un élément qui est assez aisé à mettre en œuvre, c'est un élément qui est assez simple, hein, bien entendu, mais qui permet d'influer véritablement, notamment pour les visiteurs, sur le fonctionnement. Ici, on peut voir qu'il y a déjà un premier travail qui avait été effectué, c'était l'identification des poches de stationnement où on veut orienter les automobilistes et le développement d'une signalétique associée. Le point assez important également pour la signalétique, c'est d'essayer d'indiquer le maximum d'informations sur les panneaux, mais tout en limitant quand même pour avoir une lisibilité relativement aisée, avec l'indication du nombre de places, avec l'indication de la typologie, payant, gratuit. Et ce simple fait de venir travailler cette signalétique permet l'organisation quand même des flux routiers. En complément, je rajouterais également que la signalétique ne s'adresse pas uniquement aux flux routiers, bien entendu, mais s'applique également aux autres modes de déplacement avec la mise en place d'une signalétique cyclable quand on a la possibilité d'avoir un réseau structurant ou non, pas d'ailleurs, et également un travail sur le cœur de ville, sur la mobilité un peu plus centrée sur le cœur de ville, avec la mise en place d'une signalétique liée à la marche à pied. En complément au niveau des parkings, une signalétique notamment au niveau complémentaire peut être déployée pour les piétons avec l'indication à partir du parking, je suis descendu de mon véhicule, j'ai des panneaux qui m'indiquent la localisation de l'hôtel de ville, la localisation des principaux points d'intérêt du centre-ville. L'autre élément sur la gestion des échanges, hein, qui est donc revenu plusieurs fois, que ce soit en concertation et qui aujourd'hui est primordial dans l'organisation de la mobilité, c'est de penser les modes alternatifs à la voiture. Pour ça, la constitution d'un réseau cyclable structurant est primordiale et on va pouvoir essayer de créer des itinéraires sécurisés, d'identifier des itinéraires sécurisés vers les différents pôles générateurs de déplacement de la commune, et notamment le cœur de ville. Le cœur de ville, quand on a la place, hein, bien entendu, de pouvoir mettre des aménagements séparés,
est très intéressant puisque ça permet d'avoir un axe fort qui s'ouvre vers la périphérie de la commune. L'intérêt et l'attrait, on va dire, de développer un tel réseau dans des petites villes, c'est aussi la possibilité souvent de pouvoir faire évoluer le système circulatoire afin de pouvoir créer ce réseau structurant et séparé de manière assez aisée. Là, on peut voir le cas de la commune d'Argelès-Gazost, comme tout à l'heure, où on a fait évoluer pour le quartier sud la totalité du système circulatoire existant afin de pouvoir mettre un aménagement séparé qui va aller desservir l'école et qui a un point de connexion avec le cœur de ville. Une fois qu'on a réalisé en fait et qu'on a identifié, pour nous, l'objectif, c'était pas forcément de constituer un réseau extrêmement étendu sur la totalité des rues, mais d'avoir une colonne vertébrale assez forte et ensuite de travailler sur les différents apaisements que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. Donc, en fait, la constitution de ce réseau pour les modes actifs, il joue vraiment sur les forces du territoire et sur ses avantages avant de pouvoir essayer de se dire on doit mettre du vélo partout. Et donc, là, nous, on a cherché la force qui était de revoir le système circulatoire, mais par exemple, sur d'autres communes, l'utilisation de bords de cours d'eau, l'utilisation de continuités déjà existantes ou alors de venelles qui sont parfois mises à l'abandon, peut être véritablement intéressant. La dernière présentation d'axe de travail que je ferai aujourd'hui, puisque le document n'est pas forcément exhaustif, mais c'était pour présenter différents moyens en fait, de travailler sur cette revitalisation des centres-villes, c'est la possibilité de développer des transports en commun qui existent dans un certain nombre de petites villes de moins de 20 000 habitants, bien entendu, mais qui peuvent être adaptés également pour les villes plutôt aux alentours de 10 000 habitants. On pense notamment avec la possibilité de mettre en place peut-être des navettes, peut-être de la desserte sur des temps un peu structurants de la semaine pour ces territoires. On voit notamment plusieurs collectivités qui ont mis en place une navette lors du samedi, lors du jour du marché, une navette qui va donc faire le tour des différents parkings de la commune afin de pouvoir éviter, dans cette situation tendue, que les voitures viennent jusqu'au cœur de ville et complexifient son fonctionnement, notamment sur la journée du samedi. Ici, on a donc l'exemple de l'île Jourdain, située dans la Gascogne toulousaine, où on avait travaillé avec la collectivité pour mettre en place un réseau de transport qui soit en lien avec les zones résidentielles, mais surtout la localisation des principales entreprises du territoire, avec une desserte assez forte du cœur de ville. Ce réseau de transport en commun, qui parfois peut être considéré comme peu utilisé par les usagers, et reste quand même assez indispensable pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer avec la voiture, les personnes âgées, les enfants ou les publics précaires. Donc, pour pouvoir un peu terminer ma présentation, qui était vraiment une vision assez large de l'organisation de la mobilité, on pourra dire qu'en fait, il n'y a pas forcément de recette miracle à appliquer, notamment sur ces petites villes qui possèdent un caractère, qui possèdent en fait une identité relativement propre et des fonctionnements qui sont parfois très divers, mais qu'il y a des clés d'entrée, il y a un besoin de discussion assez important avec les élus et l'ingénierie qui est déjà en place sur les territoires. Pour nous, en tout cas, il y a un besoin qui est fondamental, c'est de comprendre le positionnement de la commune dans son environnement immédiat, c'est-à-dire de comprendre comment le cœur de ville et le reste de la commune, puisque en fait, l'organisation de la mobilité du centre-ville ne se pense pas qu'à l'échelle du centre-ville, mais également avec les territoires périphériques. Et donc, quelque part, une connaissance un peu exhaustive des différents fonctionnements en présence. Enfin, il y a aussi un élément qui est assez important, c'est la connaissance des déplacements qui sont réalisés par les habitants, mais également par les visiteurs, la pratique modale de ces personnes-là, et donc d'essayer de
l'influer, de la travailler, mais sans jamais véritablement la contraindre. Et pour finir, la co-construction avec la société civile qui doit bien entendu être impliquée à toutes les étapes de la conception. Au-delà de ça, pour nous, c'est vraiment l'objectif principal, c'est de travailler sur les ambitions, les objectifs de l'organisation de la mobilité, mais tout en conservant certains fonctionnements actuels et les attentes des habitants. Enfin, l'élément peut-être final qui est le plus important, c'est aussi de créer des axes de travail, de créer des éléments de planification qui soient en lien avec les capacités de la collectivité, en lien également avec la réalité de leur fonctionnement, et qui ne soient pas en fait uniquement un apport un peu général, mais plutôt des axes de travail qui soient possibles pour eux à mettre en place assez rapidement, et surtout qu'on puisse avoir une réussite de ces actions et influer donc sur l'organisation de la mobilité et tendre vers une organisation un peu plus vertueuse pour l'ensemble des modes de déplacement et pour une réduction de la place de la voiture en termes de déplacement. Donc voilà pour ma présentation. Je vais maintenant laisser Guillaume Baldi nous présenter son retour d'expérience. Oui, merci beaucoup Corentin. Bonjour à tous. Donc quelques mots de présentation d'abord. Donc moi je suis Guillaume Baldi, ça vient d'être dit. Je suis adjoint au maire à Figeac dans le Lot, en charge entre autres de toutes les questions de mobilité. Et on a eu la chance de bénéficier sur certains de ces aspects, donc du cabinet ITER qui vient de faire la présentation précédente. Donc l'objectif c'est de témoigner de quels sont nos enjeux sur le sujet et quelle a été notre stratégie. Donc, si vous voulez bien, je vais moi à mon tour vous partager quelques cartes pour vous présenter à la fois le territoire et ses enjeux. Voilà, je pense que ça fonctionne. Donc, juste présenter rapidement Figeac. Figeac, c'est donc dans le Lot, dans le nord de la région Occitanie. C'est une sous-préfecture du Lot. Et comme vous le voyez, c'est une ville qui a de fortes charges centralité, puisque même si c'est une petite ville de 10 000 habitants, elle est à 1 heure de route de la première ville un peu plus importante, donc que ce soit Cahors, Brive-la-Gaillarde, Aurillac, Rodez, et donc elle est à peu près au centre de ce carré, ce qui, vous allez voir, est important. Donc la commune, c'est une commune médiévale, une commune de 10 000 habitants. Elle s'inscrit dans une zone urbaine qui regroupe 4-5 communes autour de 18 000 habitants et dans une communauté de communes qui est la communauté de communes du Grand Figeac. Et Grand Figeac parce qu'elle regroupe 92 communes, donc c'est partie des communautés de communes qu'on appelle XXL, pardon. Je reviens. Et qui a quelques singularités. Donc, je vous disais 92 communes, 45 000 habitants, une faible densité de population, puisqu'on est à moins de 50 habitants au mètre carré sur la communauté de communes, et qui est néanmoins un territoire assez dynamique du point de vue de l'économie, puisque on bénéficie d'un grand nombre d'entreprises liées à l'aéronautique, pour des questions historiques, et qu'un habitant sur 5, un salarié sur 5 est salarié dans une entreprise industrielle, et plus d'un quart des Figeacois travaillent dans une entreprise industrielle. Donc, si je rezoome un peu sur Figeac, on peut voir ici le cœur historique de la ville, et puis 2 zones industrielles qui sont les zones d'Herbe-Molle et de la Ferrerie au sud et à l'ouest, et ainsi qu'une zone universitaire, je dirais, puisque Figeac est aussi, je crois, encore la plus petite ville universitaire de France, avec un IUT, aujourd'hui des bachelors en génie mécanique et productique, carrière sociale et action commerciale. Voilà. Et on a aussi la chance de bénéficier d'une école d'infirmières, donc un tissu d'étudiants assez dense. On a entre 5 et 6% de la population qui est en études entre les BTS et les études supérieures, ce qui fait pour une petite ville une densité
d'étudiants assez importante. Et là aussi, c'est important en termes de mobilité. Donc, l'organisation de la ville, on a ici en violet le cœur historique, qui est vraiment le cœur médiéval, qui est aussi site patrimonial remarquable, hein, donc secteur sauvegardé sous l'ancienne domination. Il est composé également en jaune, vous le voyez, de 2 faubourgs historiques, Faubourg du Pin et Faubourg Saint-Martin. Et puis en vert, c'est la toute première extension de la ville avec les bâtiments des années 30 et notamment beaucoup d'administrations, postes, lycées, hôpital, etc., qui est vraiment la première extension. Et puis, vous pouvez le voir autour, on a toute l'évolution du tissu urbain qui s'est développé plutôt après-guerre, dans les années donc, 50, 60, 70, et puis vraiment à l'extérieur, parce qu'il faut comprendre que vous voyez que la rivière Célé coule donc, au milieu, c'est une vallée, et donc de part et d'autre de la vallée, on a une topographie avec une forte déclivité, et donc après, on est monté sur les plateaux pour continuer l'extension de la ville, ce qui est une autre singularité qui est à prendre en compte sur les questions de mobilité. Je vous ai mis là Figeac est aussi donc une ville qui a été retenue dans les villes Action Cœur de Ville. Et je vous ai mis là le périmètre qui a été retenu sur l'ORT, avec donc en vert le site patrimonial remarquable qui correspond donc au cœur historique et au faubourg, et au tissu urbain dense qui est le tissu pris dans le périmètre de l'ORT. Je vous ai mis maintenant, alors je vais faire peut-être je vais m'arrêter là-dessus pendant pour faire une petite transition sur nos enjeux liés à la mobilité. D'abord, nos enjeux, c'est de réduire la consommation énergétique liée au transport. On considère que 29% de la consommation énergétique du territoire correspond au transport, qui est la seconde derrière le logement avec 36%. Le deuxième objectif, c'est diminuer les gaz à effet de serre. On considère que le transport pèse près de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que vous êtes tous plus ou moins sensibilisés ou entendu parler du dernier rapport du GIEC qui est dans la droite ligne des précédents et qui insiste sur l'importance et l'urgence surtout de décarboner notre industrie, notre habitat, mais évidemment aussi nos mobilités, puisque c'est une activité qui émet beaucoup de CO2. On a ensuite donc des enjeux qui sont des enjeux économiques, puisque donc, on essaye aussi, vu le niveau le prix des énergies fossiles, pour le dire globalement, donc de réduire la part des transports dans le budget des ménages. On a un enjeu de lutter contre la précarité énergétique aussi, et d'augmenter, troisième enjeu économique, d'augmenter l'attractivité du centre-ville. On s'est également fixé des enjeux qui sont des enjeux sociaux, donc pour faciliter l'accès aux emplois et aux services de tous nos concitoyens, lutter contre l'isolement des personnes qui sont dépendantes et des ménages qui ont des revenus faibles. Et pour faire tout ça, on doit aussi tenir compte des spécificités de notre territoire, c'est-à-dire la faible densité, je l'évoquais tout à l'heure, qui accroît les distances, et des infrastructures qui jusque-là étaient essentiellement routières, et qui, évidemment, réduisait les possibilités d'arbitrage entre les différents modes de transport. Donc, pour atteindre ces objectifs, évidemment, on a mis en place une stratégie qui a plusieurs piliers. D'abord, on a un réseau de transport urbain qui a été mis en place en 2003. Dès que la loi a permis, en fait, de prélever le versement mobilité, on a été une des premières communes, et peut-être encore même la plus petite, à avoir un réseau de transport. Donc, je vous le présente là. On a un réseau de transport qui est composé de 12 lignes et qui, aujourd'hui, transporte environ 300 000 voyageurs par an. Ce réseau de transport, il a été mis en place donc, en 2003, et dès sa mise en place, on a fait le choix de la gratuité. Et on a fait le choix comme on n'avait pas vraiment de recul sur du transport en commun sur des villes de cette taille, on a fait le choix de construire un réseau qui alimentait de façon à peu près identique l'ensemble des quartiers de la ville.
Et puis petit à petit, on s'est doté d'outils, de géolocalisation des bus, de comptage des montées, descentes, des arrêts. Et on a vu que le réseau montait en charge, que nos marges de manœuvre se rognaient petit à petit, puisque chaque fois qu'on avait des nouvelles demandes, on rognait un peu sur nos marges de manœuvre et nos temps de régulation. Et donc, on est vite arrivé à un réseau qui ne pouvait plus évoluer alors qu'on avait des demandes qui évoluaient. Et donc, on a essayé de mieux faire correspondre les moyens qu'on mettait sur ce réseau et les demandes qu'on avait. Et donc, là aussi, on a eu recours au cabinet ITER pour nous accompagner sur l'analyse de la fréquentation, sur où étaient vraiment les besoins et comment on pouvait mieux répartir les moyens pour mieux répondre à ces besoins. Je pourrais tout à fait revenir sur ces sujets lors des questions-réponses si vous le voulez. Mais en tout cas, c'est un des axes stratégiques qui nous permet, avec, vous le voyez au centre, là, une forte densité d'arrêts et de passages en centre-ville. Là aussi, pour dire, on essaie, et vous le verrez dans d'autres dispositifs, d'essayer de laisser la voiture en dehors de la zone agglomérée et de proposer d'autres solutions. La deuxième stratégie, ça c'est donc une série que vous avez déjà vue, puisque Corentin vous l'a présenté comme exemple tout à l'heure, c'est la hiérarchisation du stationnement. Donc là aussi, on a voulu inciter les FIJACois à adapter leur type de stationnement finalement à l'usage qu'ils font de l'espace public. En gros, c'est de dire si vous voulez aller en centre-ville, récupérer vos enfants à l'école ou faire une course, récupérer des achats qui pèsent un peu ou décharger vos commissions parce que vous habitez en centre-ville, on a un cœur de ville qui est plutôt réservé donc à du stationnement minute ou à des zones à du stationnement limité avec une demi-heure gratuite pour que ce soit quand même attractif, mais une durée qui ne dépasse pas 2 heures. Vous le voyez en jaune, on a une deuxième zone de stationnement qui permet, quand vous allez chez le médecin, chez le coiffeur, bon bref, vous avez des rendez-vous en ville, pouvoir vous stationner un peu plus longtemps, puisque là, c'est limité qu'à 4 heures. Et une troisième zone, qui est une zone de gratuité, où là, on dit, si vous devez passer la journée en centre-ville, si vous travaillez en centre-ville, eh bien, il faut vous garer à l'extérieur. Tout ça, ça fait également suite à une première disposition, qui est une disposition de signalétique locale, où on a un peu aussi fait évoluer les esprits, puisque tous les parkings un peu périphériques, on a mis en place de la signalisation et de l'itinéraire piéton qui va permettre aux gens de se rendre compte des temps de parcours à pied. Alors, depuis tous les parkings de la ville, les différents espaces du centre-ville sont indiqués en temps de parcours à pied. Donc là aussi, ça nous permet de sensibiliser les usagers de l'espace public sur finalement les faibles distances, que plutôt que de tourner un quart d'heure en centre-ville pour chercher une place et saturer l'offre, ben, il vaut mieux finalement se garer à l'extérieur parce qu'on n'est qu'à 5, 6, 7 minutes à pied, que finalement c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Le deuxième axe, c'est d'essayer d'apaiser les circulations dans l'hypercentre et surtout de mieux faire cohabiter les différents modes de déplacement. Et donc, on a sur la partie orangée, foncée, là, en gros, le centre historique, le centre médiéval, le cœur de ville qui est aussi le cœur commercial avec le parcours marchand, et pour lequel on prévoit, ce n'est pas encore fait, puisqu'on n'a que certaines rues qui étaient de cette typologie-là, de le rendre entièrement en zone de rencontre, donc limité à 20 à l'heure, avec une priorité piéton sur vélo et vélo sur voiture. Ouais. Donc là aussi, ça permet encore d'apaiser la totalité du centre médiéval, de dire aux voitures qu'elles sont bienvenues, mais qu'elles ne sont pas prioritaires, et de pouvoir concilier les usages. J'ajoute que toute cette réflexion, elle s'accompagne aussi d'une réflexion sur la période estivale, puisque Figeac a la chance d'être à la fois une ville touristique et d'avoir un tissu commercial assez dense, puisqu'on a plus de 200 commerces en centre-ville, et on est plutôt au-dessus de la moyenne pour une ville de la strate, avec un espace commercial
assez large. Et donc, le nombre de cellules commerciales nous permet d'avoir cet espace large et dense. Donc, l'objectif, c'est vraiment de dire on va favoriser les déplacements doux dans tout cet espace-là. Et puis, on a le premier espace, la première périphérie du centre-ville, où on va là aussi essayer d'apaiser l'espace public avec une zone à 30 à l'heure. Cette zone, donc, elle est faite pour rendre compatible la pratique du vélo, puisque on est dans un tissu urbain qui ne laisse pas beaucoup de place au vélo. Et donc, sur cette zone-là, on doit vraiment faire attention à la cohabitation et au partage de l'espace public. Et puis, en dehors, on est sur une zone 50. Et là, sur cette dernière zone, on a en revanche, c'est la slide suivante, mis en place des itinéraires vélo, des couloirs cyclables, des dispositifs qui permettent un partage, j'allais dire, plus rationnel de la voirie, en tout cas mieux identifié par les usagers. J'en arrive donc à la stratégie cyclable, puisque donc on a été lauréat de l'appel à projet vélo et territoire. Et donc, on a mis en place un plan vélo avec trois liaisons. Je dois dire que ces liaisons, elles sont issues du plan de déplacement urbain que la ville de Figeac avait mis en place en 2014 et qui faisait suite à la création de la déviation que vous voyez là au sud, ici. La déviation du centre-ville qui permet de connecter en gros l'axe qui part à l'autoroute de l'ouest au sud du territoire et qui donc permet de dévier une grosse partie du trafic poids lourd du centre-ville. Et donc, c'est en 2014, ces zones cyclables, elles avaient été imaginées parce que vous le voyez, elles traversent la ville de part en part et elles sont essentiellement liées à des vrais corridors de déplacement avec des vrais pôles de générateurs de déplacement sur cet axe-là, mais aussi elles suivent la vallée. Et donc, en 2014, on n'avait pas la prédominance non, mais la place du vélo électrique, disons, dans les déplacements à vélo n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, on avait priorisé les faibles déclivités, puisque dès qu'on sort de la vallée, de suite, on est sur des grosses dénivelées. Et le troisième axe bleu que vous voyez ici, en fait, qui permettait la jonction entre la gare, qu'on pensait déjà à l'époque comme pôle multimodal de déplacement, avec le centre-ville et la connexion avec les autres axes. Donc, ce plan vélo, il s'inscrit également dans la desserte de deux pôles d'échanges multimodaux. Un qui existe déjà et qui se trouve au centre-ville, qui est aussi la gare centrale du réseau, je reviens, pardon, voilà, qui se trouve ici, là. Où toutes les lignes se correspondent entre elles. Donc là, on a un aménagement urbain. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de prendre des photos de cet aménagement. Je vous invite à venir découvrir à Figeac, ça me permet de faire un peu cette promotion-là aussi. Et donc, qui a été livré l'an dernier, donc qui permet de connecter l'ensemble des lignes de bus avec des continuités piétonnes et avec les différentes liaisons cyclables qui sont en train d'être livrées. Voilà. Et donc là, on travaille déjà sur une deuxième phase du plan vélo. Voilà pour les grandes lignes de ce que j'ai essayé de dresser sur notre stratégie. Et j'ai essayé de montrer aussi la nécessité d'être accompagné parce que ce soit sur la mise en place de pôles d'échange multimodaux, sur la mise en place des liaisons cyclables, sur la hiérarchisation du stationnement, sur la refonte de notre réseau de transport urbain ou la détermination des zones de limitation de vitesse. Il a fallu se baser sur la récolte de données assez précises, les taux d'occupation de nos parkings, les fréquentations des voiries, l'identification des pôles générateurs de déplacement, et puis faire appel à une expertise qui est nécessaire pour penser ça et dont nos villes n'ont pas forcément la capacité à avoir ces compétences-là en interne. Voilà, je pense que j'ai à peu près
consommer le temps qui m'était imparti et donc je serais ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. On avait deux questions qui étaient peut-être intéressantes d'avoir votre point de vue, même si on y a répondu un peu en direct. La première question, c'est la façon dont vous avez géré les relations avec les commerçants qui étaient en zone rouge. Comment ça s'est passé? Corentin a répondu qu'en réunion de concertation, ça s'est plutôt bien passé, mais en dehors de cette réunion-là. Et l'autre question, c'est une question un peu plus générale qui demandait juste avant votre intervention pourquoi on ne généralisait pas les transports gratuits dans ces contextes-là. Donc, vous y avez répondu en partie, en disant que vous avez un réseau de transport gratuit. Mais on pourrait élargir la question en se demandant en quoi la gratuité de votre réseau de transport a un impact. Enfin, si votre réseau de transport n'était pas gratuit mais payant, est-ce que de votre point de vue, ça changerait beaucoup l'effet levier que ça représente dans ce projet de mobilité? Alors, les commerçants et la gratuité. D'abord, les commerçants, si je veux être exhaustif sur comment ça s'est passé, vous n'allez pas avoir le temps de déjeuner. Mais pour être bref, bien sûr, il y a eu de la concertation. Nous, on a en plus plusieurs projets. C'est la réfection de l'espace urbain, donc, de façon qualitative avec des travaux, etc. La piétonisation estivale et l'apaisement, donc limiter la présence des voitures en centre-ville. Et évidemment, même si on a des tonnes d'études, d'analyses et de retours d'expérience qui prouvent qu'il y a quand même plus de chances de rentrer dans un magasin quand on passe devant sa vitrine à pied que quand on passe devant sa vitrine en voiture, c'est contre-intuitif pour la plupart des commerçants. Et donc, il faut prendre le temps, peut-être les amener ailleurs. Quand on a piétonisé les premières rues de Figeac, il y a ça, enfin, moi, je n'étais pas élu, il y a ça 30 ans, mes prédécesseurs les avaient amenés à voir des zones piétonnes, à l'époque pavées, etc. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Il y a aussi de la documentation scientifique avec des arguments rationnels à apporter sur ce qui s'est fait ailleurs. Mais moi, j'ai la conviction que même si certains sont complètement convaincus, mais d'autres sont très inquiets, et c'est des inquiétudes qui sont légitimes. Je crois qu'il faut vraiment travailler avec, rassurer, il faut bien comprendre leurs enjeux, parce qu'eux, ils jouent évidemment souvent leur vie dans leur commerce, c'est clair. Mais il ne faut pas perdre de vue les vraies raisons pour lesquelles on fait ça, parce qu'on le fait aussi pour eux, parce qu'on voit que c'est quand même déterminant aujourd'hui pour l'attractivité du centre-ville, et qu'il y a même quand on est comme nous un peu éloigné des autres villes, il y a une vraie compétition entre les territoires du point de vue de l'attractivité commerciale et que ces sujets-là, ils sont déterminants dans les politiques d'attractivité, la qualité de l'espace public. Voilà. Et l'apaisement. C'est-à-dire que, encore une fois, quand vous vous promenez en famille, que vous ne regardez pas si votre enfant il va se faire écraser par une voiture, vous n'avez pas les pots d'échappement et que vous êtes dans un espace qualitatif, vous consommez plus. C'est aussi ce que nous a apporté l'accompagnement de l'autre cabinet AID dans le cadre de l'Action Cœur de Ville qu'on a recoupé évidemment avec toutes les questions de mobilité. Puisque comme d'habitude, tout est dans tout. Ensuite, sur la gratuité. En fait, pour être tout à fait honnête, en 2003, la gratuité, pour nous, elle s'est imposée par rationalité économique. Ça veut dire que pour 300 000 voyageurs, si vous devez mettre en place une régie de transport, vendre des billets et financer des contrôles, vous vous rendez compte en fait que le coût aux voyageurs, d'abord vous avez beaucoup moins de voyageurs et que le coût aux voyageurs, il n'est pas compétitif. Mais on a fait ça donc de façon très rationnelle, encore une fois, mais à l'usage, moi je milite vraiment pour la gratuité, d'abord parce que finalement, nous, on met, ça va vous donner l'ordre de grandeur, mais Figeac est une petite ville et donc ce n'est pas forcément du clic-la-bailleur, mais notre budget voirie, notre budget d'entretien de la voirie et d'investissement sur la voirie, il est quasiment le même que le coût de fonctionnement, pas l'investissement, mais le coût de fonctionnement de notre réseau urbain. Et on se dit, ça ne nous viendrait jamais à l'idée de mettre des péages et de faire payer la voirie. Et donc, ce n'est pas plus pertinent finalement de faire payer le transport urbain, surtout qu'il est beaucoup plus vertueux d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de la consommation d'espace et de la place que la mobilité prend sur le territoire. Donc, ça, c'est un premier argument. Et ensuite, on l'a dit, on a aussi de forts enjeux sociaux
si on veut pouvoir accueillir de l'habitat, on voit dans le tissu urbain que l'habitat n'est pas forcément dans les zones où il y a du travail. Et si on veut pouvoir connecter les zones d'habitat et les zones de travail et permettre à tout le monde, même quand on est une famille économiquement faible, même quand on débute dans la vie, même quand on est porteur de handicap, etc., si on veut pouvoir permettre cette mobilité, eh bien, la gratuité, elle s'impose aussi philosophiquement. Je sais pas, j'ai répondu à vos questions. Oui, merci beaucoup. Alors, on a une dernière question. Je ne sais pas si elle est adressée à Corentin ou à Guillaume. C'est: observez-vous globalement un respect des règles de stationnement dans les différentes zones de stationnement nouvellement implémentées? Les zones gratuites ne vont-elles pas contribuer à déplacer le problème de la présence excessive de la voiture vers les abords du centre urbain, dégrader la qualité de ces espaces publics et donc freiner la pratique du vélo ou de la marche dans ces espaces pour rejoindre le centre notamment? Je peux me faire un commentaire, mais Corentin, qui a travaillé sur le sujet, peut le faire aussi. D'abord, vous dire que le schéma que je vous ai présenté, il doit rentrer en application dans les semaines, mois qui viennent. Parce que bon, il y a aussi des questions d'investissement, je ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, on a déjà un principe, mais qui est peut-être moins hiérarchisé, et on a toutes les zones de gratuité que vous avez vues, elles sont déjà gratuites aujourd'hui. Il y a la zone orange, qui est la zone intermédiaire, qui va grignoter un petit peu sur les zones de gratuité. Et finalement, c'est les règles de durée qui changent dans l'hypercentre. Ça doit évidemment s'accompagner également d'aménagements et d'investissements sur le stationnement, sur la périphérie. Nous, on a un peu comme ligne de conduite de dire, avant de contraindre, on apporte des solutions. Et une fois qu'on a apporté des solutions, on contraint pour inviter les gens à utiliser les solutions qu'on a mises en place. Et donc, il y a de la capacité de stationnement supplémentaire qui a été mise en œuvre sur ce qu'on appelle des parkings péricentraux, donc périphériques du centre-ville, avec à chaque fois une logique intermodale. On met à la fois des arceaux à vélo, du garage vélo sécurisé pour permettre le voiture plus vélo, et une continuité piétonne sécurisée et confortable entre le stationnement gratuit et le centre-ville. Donc évidemment, encore une fois, tout ça, ça va se faire en cohérence, en connectant les espaces de stationnement et la destination, et de permettre évidemment que le bus passe sur le parking, qu'on puisse laisser son vélo sur le parking et qu'on puisse accéder sur une continuité piétonne, encore une fois confortable, prévue pour intégrer les différentes formes de handicap entre le parking et le centre-ville. Et du coup, pour compléter et peut-être essayer de répondre à la question du respect des places nouvellement créées, généralement, en fait, on observe du respect sur les places qui sont nouvellement créées. C'est plutôt les places qui sont en poste depuis très longtemps et qui n'ont pas fait forcément l'objet de réaménagement ou simplement d'attention, hein, où là, le respect est beaucoup moins important. Après, dans la question du respect dans les places nouvellement créées, il y a vraiment une adaptation des typologies qui sont préconisées qui est indispensable. C'est-à-dire que, par exemple, essayer de créer une zone bleue extrêmement vaste va être très, très compliqué à contrôler, alors qu'essayer d'en créer sur des points vraiment spécifiques, déjà, on se donne un peu plus d'armes à pouvoir faire respecter la typologie qu'on met en place. Donc, au-delà des questions d'aménagement, d'itinéraires qui sont indispensables pour le rôle des parkings un peu extérieurs, sur les nouvelles typologies qu'on met en centre-ville, il y a également un besoin vraiment d'attention, de dentelle, hein, presque, de travail de dentelle, pour pouvoir essayer d'avoir un fonctionnement qui est en adéquation avec ce qu'on recherche et que ce dernier puisse être toujours en lien avec les capacités de la collectivité, à être facilement observable, facilement réglementé. Ouais, je vois également qu'il y a une question sur le plan marche. Juste répondre qu'il n'y a pas de plan marche, j'allais dire officiellement, mais il y a une vraie réflexion sur un schéma des déplacements, et notamment pour connecter à la fois les zones de stationnement et le centre-ville, et à l'intérieur du centre-ville, et tous les pôles générateurs de déplacement qui sont accessibles à pied, quoi. En fait, on l'a inscrit dans la programmation de la voirie, et chaque fois qu'on refait une voirie, on intègre
là-dedans, la question qui est